Bonjour Alexandra, bonjour Agnieszka, Patricia, Paulina, Renata, Roman, Tomasz, Urszula, bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Est-ce que vous avez déjà participé au cours de Voilà? Vous connaissez déjà notre école? Bonjour de Żywiec, Eva, tu as déjà participé au cours. Bonjour Alexandra. Alors nous avons différentes villes ici. Donc Żywiec, d'accord. Bonjour, bonjour Eva. Paulina, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous intéressez au sujet de l'immigration? Anna, oui, d'accord. J'espère que je serai capable de vous bien expliquer l'histoire de l'immigration de France. Et puis, Wisława, bonjour. Agnieszka, et vous venez de quelle ville? Varsovie, Szczecin, d'accord. Poznań, d'accord. Nous avons toutes les directions en Pologne. Lublin, voilà. Zamość, d'accord. Et vous êtes à Łódź, d'accord. Varsovie. Ah, très bien, une grande représentation des villes polonaises. D'accord, je pense que nous pouvons commencer. Alors moi, je m'appelle David, je travaille chez Voilà, donc une école qui enseigne la langue française, mais aussi, comme vous le voyez, qui prépare des webinaires à des sujets différents, à des sujets intéressants, et que vous pouvez consulter sur notre site. Mon sujet aujourd'hui, c'est l'histoire de l'immigration en France. Alors, je vais vous montrer comment les migrations ont façonné la société française, la langue française, le pays. Mais on va commencer par l'histoire, par la préhistoire en fait. Et c'est une question à vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'immigration à cette époque-là? Est-ce qu'il y avait des immigrés sur le territoire français dans l'époque préhistoire? Eva, tu dis que oui. Oukash aussi? Oui, certainement. Mhm. Oui. Mhm. En fait, à cette époque-là, on peut parler de migration de peuples, parce que bien sûr, sur le territoire français se trouvaient différents peuples qui parlaient des langues variées, mais on ne peut pas vraiment parler d'immigration puisque la France n'existait pas. L'immigration, c'est un terme moderne qu'on utilise juste après la Révolution française. Donc, c'est l'époque où la France a été créée comme État moderne, comme une république, et quand on a commencé à discuter, est-ce que qui est le citoyen, qui ne l'est pas. Mais on revient à notre sujet de l'époque préhistorique. Est-ce que vous connaissez l'image que je vous montre sur mon premier slide? Hmm. En France, il y a de nombreuses grottes où on peut trouver des dessins de ce style, de ce type. Oui, voilà, Roman, très bien. Lascaux, oui, très bien. Mhm. Alors, on va bouger un petit peu. Mon autre question, quand on parle d'immigration en France, quels pays vous viennent à l'esprit? Hmm. Vous entendez le mot immigré, vous entendez l'immigration, vous lisez des articles dans les réseaux sociaux, dans les médias. Alors, ce sont quels pays qui sont mentionnés le plus souvent? Portugal? Mhm. Carole, très bien.
Le Maroc, la Pologne aussi, les anciennes colonies, Anna, oui. Mhm. L'Algérie, l'Italie. Ah, vous connaissez beaucoup de pays, hein, hein. Pays africains, oui, de nombreux pays africains. La Roumanie, mhm. Le Sénégal aussi, oui. On va en parler aussi tout à l'heure. D'accord, merci de vos réponses. Comme vous voyez sur le slide, les étrangers, à la fin de l'époque moderne, existaient bien en France. L'époque moderne, c'est l'époque qui a commencé juste après le Moyen Âge et qui a duré jusqu'à la Révolution française. Hum, Même au Moyen Âge, on a eu des étrangers en France, mais c'était surtout des artistes et conseillers au service des princes, surtout des Italiens. C'était des techniciens, c'était des personnes venues aménager les marais atlantiques. Donc, c'était les Hollandais parce qu'ils avaient de l'expérience. Parce que, comme vous savez, aux Pays-Bas, il y a de l'eau qui atteint la terre très profondément, alors que les Hollandais, ils ont eu besoin de connaître les techniques d'aménagement des marais et de l'eau pour que l'eau ne détruise pas les villes et pour qu'on puisse devenir agriculteur. On a eu aussi des entrepreneurs anglais, des marchands qui venaient en France parfois occasionnellement, qui se déplaçaient vers d'autres pays, et, et aussi des mercenaires au service du roi. Hein, c'était des travailleurs occasionnels. Mais comme vous le voyez, le nombre de ces personnes n'était pas très grand. Vous voyez, c'est le minimum 60 000, 80 000 personnes. Hmm. On va se déplacer maintenant. On voyage dans notre machine à temps. On se déplace au 19e siècle. Et une question à vous. Pourquoi la France a-t-elle besoin d'immigrer au 19e siècle? Quels sont les phénomènes qui émergent à cette époque-là? Quels sont les changements? Oui, Carole, développement rapide en général. Mhm. Travaux en SNCF. Mhm. Le chemin de fer. Mhm. Manque d'ouvriers. Mhm. Mhm. Ce sont des bonnes réponses. Des mines, des mineurs aussi. Mhm. Alors, comme vous le voyez sur le slide, il y a quelques phénomènes qui ont lieu en France au 19e siècle, mais aussi dans toute l'Europe. C'est l'industrialisation rapide, c'est le développement des mines, quelqu'un en a parlé dans le chat, c'est la construction de chemins de fer, justement, c'est aussi la croissance urbaine. Alors, de nombreuses villes euh, s'élargissent. Et c'est aussi la baisse de la natalité française. Oui, il y a de moins en moins de bébés qui naissent en France. Hum, Il faut aussi se souvenir que ce n'est pas seulement l'industrialisation qui a lieu à cette époque-là, mais c'est aussi le développement de l'agriculture, parce que au début du 19e siècle, beaucoup d'agriculteurs quittent les campagnes, les techniques de l'agriculture se modernisent et on a de moins en moins besoin de main-d'œuvre. En plus de l'industrialisation, la révolution agricole a poussé de nombreux paysans vers les villes, contribuant à cette demande de main-d'œuvre étrangère. Ça veut dire que les agriculteurs de l'Europe de l'Est ou l'Europe du Sud ont immigré en France parce que beaucoup de Français ont préféré vivre en ville à cette époque-là. Donc, on a besoin d'ouvriers, on a besoin d'agriculteurs. Alors, comme vous le voyez sur la carte,
ce sont les principales, lieux en France qui, sont transformés par l'industrialisation au 19e siècle, donc c'est la seconde moitié du siècle. En rose, on voit, principales régions industrielles. On voit aussi les villes, qui sont les principaux établissements industriels. Donc vous voyez, c'est surtout quelle partie de la France qui est développée? Mmh? Est-ce que c'est le sud? Est-ce que c'est l'est? Le nord? Mmh. Oui, c'est surtout l'est de la France. Mais comme vous voyez, il y a aussi des lignes sur la carte. Des lignes qui désignent principales lignes ferroviaires, des ports, oui, mais aussi c'est l'époque de la colonisation très intensive. Donc, on a besoin de ports. Mmh, parce que le commerce avec les colonies se développe rapidement. C'est aussi le grand développement du capitalisme. Donc, il y a un échange commercial. Cela influence aussi les mouvements des peuples vers les villes, parce que c'est en ville que se développe euh, euh, le commerce, par exemple. Mhm. Voilà, donc Alexandra, oui, c'est le nord aussi. Oui, c'est le nord-est, oui, surtout l'est de la France qui est industrialisé rapidement et intensivement. Alors, une autre question à vous. Qu'est-ce que vous pensez? Qui constituait le groupe d'immigrés le plus important avant 1914, donc avant la Première Guerre mondiale? C'était les Polonais, les Algériens, les Italiens ou peut-être les Belges? Ou quand je dis les Polonais, Roman, les Polonais, les Polonais, beaucoup de réponses pour les Polonais. Ah, les Italiens aussi. Et Paolina, tu dis, Agnieszka, les Polonais, Agnieszka aussi, les Italiens. Nous avons plus de réponses pour les Polonais en ce moment. Anna, les Italiens. Alors, oui, c'était les Italiens. Est-ce que vous connaissez les personnes sur les photos? On va commencer à gauche. Hmm. Ah oui, Dalida, bien sûr. Dalida, une Française d'origine italienne, bah, qui est d'ailleurs née en Égypte, et qui chante aussi en langue arabe. Jean-Paul Belmondo, très bien Carole. Mazzarini, Mazzarini, oui. En français, on dit Mazarin. Agnieszka, tu aimes Dalida? Yolanda. Mhm. Elle a fait plein de chansons en français. Hmm. Et peut-être que vous connaissez cette personne le monsieur avec des lunettes. Oh, il y en a deux avec des lunettes. Catherine de Médicis est là aussi. Oui, la fameuse Catherine de Médicis. Et c'est la mère de Henri de Valois, qui était roi de Pologne. Agnieszka, tu es en train de chanter, Dalida, maintenant? Oui. Émile Zola, Anna, très bien. C'est Émile Zola. Et vous connaissez le monsieur sur la photo la plus récente, peut-être aussi, notre monsieur avec des lunettes? Et non, ce n'est pas Mondiano. Non, Richelieu n'est pas là. Non, alors c'est Pierre Cardin.
c'est Pierre Cardin, qui travaille dans l'industrie de la mode. Oui. Est-ce que vous connaissez d'autres Italiens ou des personnes d'origine italienne qui sont français ou qui étaient français? Mhm. Alors, pour faire un résumé, donc nous avons ici Catherine de Médicis, Dalida, Émile Zola. Quelle était la profession d'Émile Zola? Romancier? Oui. Romancier écrivain? Oui. Mhm. Ah oui, très bien. Vous me donnez plus de noms. C'est Carla Bruni aussi, Modigliani. Mhm. Mhm. Toscani, Oliviero Toscani. Mhm. Vous connaissez beaucoup de noms. Mhm. Alors, les Italiens, c'était la première grande immigration en France. Depuis cette époque-là, on peut vraiment parler de l'immigration parce que, comme vous allez voir, je vous montrerai des chiffres tout à l'heure. Mais alors, les Italiens étaient présents en France déjà au Moyen Âge. C'était des clercs, des marchands, banquiers, artistes, aussi des colporteurs et paysans. Donc, à partir de la Renaissance, aussi en Pologne, hein, il y avait des créateurs, des architectes qui venaient en Pologne, mais aussi en France, parce que, comme vous le savez sûrement, l'Italie était euh, le centre de l'art à cette époque-là. Oui, donc il y a même des Italiens qui participent au gouvernement du royaume. C'est que donc Catherine de Médicis, c'est Consigny ou Concini, d'accord, parce que peut-être certains Italiens ne seraient pas d'accord avec cette prononciation française. Et Mazarin, vous avez écrit dans le chat, c'était Mazzarini. Oui, Agnieszka Toruń, Varsovie, donc c'était des Italiens, oui. Zamość aussi, il y avait des architectes italiens, oui. Mhm, tout à fait. Aussi, Leonardo da Vinci ou Léonard de Vinci, comme on dit en français, il passait la fin de sa vie en France. C'est en France qu'il était mort. Il y a aussi Goldoni, il y a Lully. Hmm. Donc les Italiens étaient assez visibles, même si à cette époque-là, ils n'étaient pas encore très visibles, mais bien sûr, on voyait les bâtiments qu'ils construisaient ou les bâtiments qu'ils concevaient. Mais ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que l'immigration devient massive et continue jusqu'aux années 60 du siècle suivant, donc jusqu'aux années 60 du 20e siècle. Ici, je vous montre des photos des Italiens, des ouvriers italiens qui ont vécu en France. Alors, à gauche, vous voyez les cireurs napolitains. D'accord? De quoi s'occupaient les cireurs? Hmm. Les cireurs, c'est une profession qu'on voit souvent dans les films qui parlent des années 20, des années 30, de New York. Vous connaissez le mot cire? Hmm. Par exemple, des bougies contiennent du cire. Hmm. Alors, des cireurs, ce sont des personnes qui nettoient les chaussures. Hmm. À droite, on voit des personnes qui construisent le canal de Marseille. Hmm. Alors, vous pouvez admirer le canal de Marseille, mais il faut savoir que ce canal a été construit par des immigrés, dans ce cas, surtout des ouvriers italiens. Donc, les ouvriers venaient en France aussi occasionnellement parce que la France avait très souvent besoin d'ouvriers de l'étranger, puisqu'à cette époque-là, les citoyens français préféraient des travails
les travails qui sont un peu moins physiques. Je veux dire que la France qui s'industrialise crée aussi beaucoup de postes de travail, mais ce sont surtout les chantiers de bâtiments, ce sont les canaux qu'on construit, ce sont les ports, hein, oui. Donc, la population qui s'enrichit très vite aussi a besoin d'appartements, a besoin de maisons, oui. On a besoin d'infrastructures. Donc, on construit des villes, on élargit les villes. Tout ça a besoin de main-d'œuvre, d'ouvriers. Un autre sujet qui bouleverse le monde. En fait, le monde entier, c'est la Grande Guerre. C'est-à-dire, la Grande Guerre, c'est quelle guerre? Très bien. Anna ou Cash? Anna aussi? Oui, Anna, très bien. C'est la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, puisqu'à l'époque, on ne savait pas encore qu'il y aurait d'autres guerres mondiales, donc on l'appelait la Grande Guerre, puisque c'était la plus grande guerre jusque-là. Et donc, la France avait beaucoup de colonies à cette époque-là. Est-ce que vous savez quel territoire et quel pays était colonisé par la France? Donc, écrivez dans le chat tout ce qui vous vient à l'esprit. Algérie. Mhm. Bon, des pays africains, des territoires africains, le Maroc, oui. Mhm. Oui. Indochine romane, oui. Eva, très bien. Maroc, Indochine. La Guyane. Nord et ouest d'Afrique, oui. Les Caraïbes, oui. La Martinique. Super. Super, vous connaissez, oui. La Polynésie française, appelée comme ça aujourd'hui, oui. Le Québec. Hmm. Le Québec, ah oui, c'est une bonne remarque. Est-ce que le Québec était colonisé à cette époque-là? Je veux dire, pendant la Grande Guerre. Hmm. Bon, à cette époque-là, le Québec n'appartenait plus à la France. C'est bon. La Nouvelle-Calédonie était colonisée aussi, oui. Madagascar, oui. Oui, Oukash, oui. Québec était colonisé bien avant, mais c'est vrai qu'on y parlait le français pendant la Grande Guerre, mais le Québec n'appartenait pas à la France. Mhm. Oui. Alors maintenant, regardons la carte de la colonisation française, des territoires qui étaient colonisés par la France. Vous voyez, il y a le Québec, mais aussi l'Est de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord centrale également, mais qui n'appartenait plus à la France à l'époque de la Grande Guerre. Pourtant, on a beaucoup de colonies que vous avez mentionnées, oui. Donc c'est la Polynésie, l'Indochine. Nous avons aussi une grande partie d'Afrique, oui. Euh, mhm. L'Asie de l'Ouest, comme la Syrie, le Liban, mhm. Madagascar, que vous avez bien mentionné dans le chat, oui. Mhm. Est-ce que vous avez visité ces territoires où on parle français, ces pays francophones? Pas encore, Eva. Mais tu as un projet de visiter alors seulement la France, la Tunisie. Carole. Carole, tu as parlé le français en Tunisie? Ah, Vieswav, tu as habité à Montréal? Hmm, 3 ans. Oui, tu t'es habitué
Au français québécois? Ah, Carole, tu ne parles pas français, mais quand même, tu as visité, je suis sûr que tu as entendu les gens parler français en Tunisie. Mhm. D'accord. On revient donc à notre présentation, puisque la Grande Guerre cause des changements dans je pense, le type de l'immigration, puisque pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire colonial français a fourni une main-d'œuvre essentielle, venue de territoires comme l'Algérie, le Maroc, l'Indochine ou l'Afrique de l'Ouest. Et cette main-d'œuvre coloniale, donc les ouvriers, les personnes qui travaillent dans les usines, sur les chantiers, cette main-d'œuvre a joué un rôle clé dans la reconstruction de la France après la Première Guerre mondiale, d'accord? Mais elle a aussi déclenché d'importants débats sur l'égalité des droits et sur la reconnaissance des travailleurs venus des colonies. C'est ce qui se passe après la Première Guerre mondiale, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il y a d'autres choses qui ont lieu encore. La France se lance dans une politique de recrutement des travailleurs. Alors, la France crée des accords avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ça veut dire que ces pays peuvent euh, envoyer des ouvriers, envoyer des personnes qui vont travailler en France. Donc, il y a besoin de moins de formalités pour pouvoir vivre en France et surtout travailler. Les habitants des colonies viennent combattre et travailler en métropole. D'accord? Donc, il y avait un grand nombre de soldats qui luttaient aux côtés de la France pendant la Première Guerre mondiale. C'est devenu un recrutement forcé en Algérie, 1917. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas refuser d'être soldat pendant la Première Guerre mondiale si on vivait en Algérie. Et c'était surtout la loi qui obligeait les autochtones de combattre dans l'armée française, ce qui a causé de nombreuses émeutes aussi, oui, des manifestations et des protestes en Algérie. Euh, Ce qu'il faut mentionner, c'est aussi le racisme biologique. Depuis le 19e siècle, donc le racisme biologique, le racisme scientifique, qui disait qu'il y a des races qui sont inférieures et des races qui sont supérieures, surtout les races, dans les races des personnes qui habitent en Europe de l'Est ou des personnes qui viennent d'Afrique. Oui, malheureusement, cette, disons, science a influencé le recrutement des ouvriers, le recrutement des soldats dans l'armée française, puisqu'on disait par exemple que les Noirs, c'était des personnes qui n'étaient pas aptes au travail. Donc ça veut dire que le Noir n'était pas des bons travailleurs. Oui? Donc on les destinait automatiquement au front. Ils devaient combattre, ils devaient devenir soldats. On disait par exemple que les Asiatiques étaient nonchalants mais habiles. Ça veut dire qu'ils étaient très bons ouvriers. Alors, ils travaillaient dans les usines. D'accord? C'était des instructions formelles qu'on donnait aux organisateurs de l'immigration. D'accord? Et je vois ce... Oui, oui, je vois ce que vous écrivez, Vieswava. Oui, ma fille parlait québécois parfaitement. Ok. Mhm. Donc, elle connaît toutes les expressions, tout le vocabulaire spécial, surtout la prononciation, j'imagine. Oui. Carole, Tunisie, parfois les gens sont choqués comment c'est possible que quelqu'un ne parle pas français. Mhm. Oui. D'accord. Revenons à notre question principale.
Alors, sur la photo, vous voyez des tirailleurs sénégalais sur une carte postale juste au début de la Première Guerre mondiale. D'accord? Donc, ce sont des personnes qui devaient se battre pour la France. Hmm. Donc, la marche des tirailleurs sénégalais, c'est un moment clé de l'histoire coloniale française pendant la Première Guerre mondiale, parce que pendant cette guerre, ces soldats venus des colonies, souvent du Sénégal, ont dû se battre pour la France. Il n'y avait pas de choix, ils ne pouvaient pas refuser. Hmm. Donc, vous voyez une autre photo qui provient de la guerre. Ce sont des soldats nord-africains, alors probablement les Algériens. Mhm. Renata nous conseille un livre sur l'immigration polonaise en France. Zanim piasek zasypie ślady, płomyk pamięci wygaśnie. Merci Renata pour cette recommandation. Hmm. D'accord. Et c'est bien, merci Renata, puisque maintenant nous passons à une autre vague migratoire en France. Alors, ce sont les Polonais. Alors, vous voyez sur la carte la plus grande concentration des Polonais avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était dans quelle région, dans quelle partie de France? Regardez la carte. Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi Nord-Pas-de-Calais? Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Pourquoi les Polonais venaient dans cette direction? Des mines. Très bien. Mhm. Mhm. Tout à fait. Calais, Nord-Pas-de-Calais, les mines. C'était des mineurs. Mhm. Donc, cette migration polonaise a commencé juste après la Première Guerre mondiale, grâce à la Convention franco-polonaise qui permettait les Polonais de venir en France. Et c'était un recrutement massif. Puisque, comme vous le savez, la Pologne venait d'être créée, oui, après les années de répartition. Une grande pauvreté, aussi le changement économique, besoin de main-d'œuvre, les problèmes à la campagne ont provoqué que les Polonais ont dû chercher du travail ailleurs. Donc, ils allaient vers les États-Unis, vers l'Europe de l'Est, notamment la France et le nord de France. Oui, oui, Lydia, Lille, ce sont d'autres lieux avec une grande minorité polonaise. Oui. Alors, une question à vous. Regardez le slide. Les Polonais n'étaient que 46 000 en 1921. Pas beaucoup. Oui, moins que le nombre d'Italiens. Alors, quel était leur nombre en 1931? A, B, C, D. Paolina dit C, Renata dit D. Oh, beaucoup. Oui. A ou B? Roman, C. Lydia B. Martha dit B. Kinga B. Eva B. Thomas aussi dit B. Anna dit C. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Roucage d'idées. Alors, nous avons deux réponses pour le D. La majorité, vous optez pour le C. Le C et le B. Anita, B.
Cartagena aussi, dit B. Ah, Carole, tu penses que ces nombres est sous-estimé. Et c'est bien possible parce que ce sont les données du recensement. Oui, donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui n'ont pas donné de réponse, oui, pendant le recensement. Mhm, mhm. Alors, la réponse correcte, c'est la réponse D. Plus de 500 000. Hmm. D'accord. Est-ce que c'est surprenant? Ce nombre est immense. Hmm. Oui. Donc, vous voyez en 10 ans comment ce nombre a augmenté de 46 000 environ, oui, jusqu'à 500 000. C'est seulement 10 ans. Alors, c'était vraiment un recrutement massif, une immigration massive. Hmm. Est-ce que vous avez de la famille en France, peut-être de la famille qui provient de cette vague migratoire? Ou vous connaissez peut-être des personnes ou des Français qui ont des noms polonais, des noms de famille polonais? Mhm. Ursula, oui, mon père est né en France. C'est vrai, Alexandra, oui. Il y a plein de noms de familles polonais dans le Nord qui sont prononcés de manière française, bien sûr, d'ailleurs. Mhm. Polanski. Mhm. Oui. Alexandra, oui, oui. Euh, mhm. Oui, les descendants ne parlent pas très souvent polonais. Jean Stablinski, cycliste. Laurent Kościelny, d'accord. Mhm. Mhm. Guillaume Apollinaire, René Goscinny, oui, ou Goscinny, je pense, plutôt Goscinny. Mhm. Oui. Mhm. Très bien, d'accord. Alors, le slide suivant. Je vous montre aussi le nombre de Polonais en comparaison avec le nombre d'autres étrangers qui vivaient en France en 1931. Donc, regardez, les Italiens constituent toujours la plus grande immigration en France. Ensuite, les Polonais sont en deuxième place, oui, vous voyez. Ensuite, c'était troisième place. Et pour les Belges, d'accord, Europe méditerranéenne, alors c'était plusieurs pays en fait, c'était 100 000. Ensuite, Afrique du Nord, sujet français. Alors, ça veut dire que ce sont les personnes des colonies françaises en Afrique du Nord. Oui. Ensuite, des Suisses, des Russes, des Allemands, Britanniques, oui, Tchèques, Europe centrale et orientale, Turcs, Arméniens et Juifs. Hmm. Surtout. Donc, ça veut dire que c'était les citoyens turcs et autres nationalités, autres personnes. Hmm. Et Alexandra dit, tu dis que tu as un pote qui s'appelle Gorecki ou Gorecki à Lille. Ah, il sait dire Babcia, d'accord. Est-ce que sa grand-mère était née en France? Bruno Sulac, voleur célèbre. Je ne connais pas son histoire. Hmm. Alors, nous allons bouger un petit peu. Regardez, les années
30 du XXe siècle étaient marquées par l'arrivée des réfugiés politiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1930? C'était l'avènement du nazisme en Europe. C'était aussi la guerre en Espagne. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quels réfugiés politiques venaient à cette époque? De quel pays? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, les Juifs d'Allemagne, surtout. Oui, les Juifs qui subissaient des persécutions politiques et économiques en Allemagne. Les Espagnols, oui. Mhm. Les communistes d'Espagne, oui, oui, exactement. Mhm. Oui. Alors, c'était surtout les Juifs d'Europe centrale, oui, qui subissaient de l'antisémitisme en Allemagne, mais aussi en Europe de l'Est. C'était aussi des Juifs d'Autriche, oui, parce que l'Autriche a été envahie par l'Allemagne nazie en 1938. Et c'était aussi des Juifs de la Tchécoslovaquie, qui, elle aussi, a été envahie par l'Allemagne en 1938. Et c'était des Arméniens également, qui ne se trouvaient pas dans des conditions favorables en Turquie. C'était des républicains espagnols, oui. Les premiers jours, donc c'était en janvier 1939, il y avait 500 000 d'Espagnols qui sont venus en France très rapidement. C'était une grande vague. On appelle ça la retirada, hein, comme vous voyez sur la photo, des réfugiés espagnols qui viennent en février 1939 en France par la frontière franco-espagnole. Ensuite, ce nombre a diminué puisqu'en 1940, la France, le maréchal Pétain a fait un accord avec le général Franco. Donc, 300 000 de réfugiés espagnols ont dû revenir en Espagne. Mhm. Donc, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté en 1940 pour la France. D'accord, nous savons qu'en Europe de l'Est, c'était un an avant. Et alors, pendant cette époque-là, vous voyez, la carte de France a bien changé, puisqu'en nord se trouvait la zone occupée par l'Allemagne, qui était dépendante de l'Allemagne nazie. Au sud se trouvait la zone libre. Oui, on dit comment? La zone libre. Est-ce que vous connaissez le nom de cette zone, le nom populaire de cette zone? Oui, Vichy, la France des Vichy. C'est la France des Vichy, c'était le nom populaire de cet État. Donc, l'État français est gouverné par le maréchal Pétain. La situation des étrangers était très compliquée dans les deux parties. Alors, beaucoup d'étrangers ont été expulsés. Oui, beaucoup d'étrangers ont dû revenir dans leur terre de provenance. Euh, les Juifs, juste au début, étaient protégés dans la zone libre, mais juste au début. Donc, ça veut dire que les Juifs qui n'étaient pas citoyens français avant la Deuxième Guerre mondiale ont dû quitter la France, ont dû quitter l'État français, ce qui signifiait très souvent la mort pour eux, parce qu'ils ont été expulsés vers la Pologne, vers l'Allemagne et d'autres pays occupés par l'Allemagne nazie. Hmm. Il y avait de nombreux réfugiés. Il y avait des étrangers qui faisaient partie de la résistance en France. Donc, c'est une histoire un peu oubliée. Mais c'était des Italiens, des Espagnols, des Polonais qui étaient membres de la résistance, qui co-organisaient euh, euh, la communication entre les résistants et qui espéraient de pouvoir rester en France aussi après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était vraiment des personnes qui se sentaient déjà comme dans son nouveau pays,
qui sentaient des liens avec la France et qui voulaient contribuer au combat contre l'Allemagne nazie. Renata, oui, la maison du maréchal est fermée. Oui, le maréchal était jugé collaborateur et qui était, oui, condamné à mort après la Seconde Guerre mondiale, mais cette peine a été modifiée. Donc, il était condamné à vie, oui, donc, par maréchal de Gaulle. Résistant, oui. Une période très intéressante, très controversée dans l'histoire de la France. D'accord, nous nous déplaçons dans l'histoire. Alors, on monte dans notre machine à temps et on se déplace vers les années 60. De quel pays provient le plus grand nombre de travailleurs immigrés dans les années 1960? Paulina, le Portugal. Carole, le Portugal aussi. Roman, Portugal. Alexandra, Portugal. Alors, vous êtes d'accord avec vous? Oui. Oui. Renata, le Maroc. On a quand même une réponse. Notre réponse. Agnieszka, l'Algérie. Thomas, Algérie. Thomas, Algérie. Ah, on a deux Thomas. Katagina, l'Algérie. On a de plus en plus de réponses pour l'Algérie. Kinga aussi dit l'Algérie. Eva, le Maroc. Urshula, l'Algérie. Carole, toutes les réponses semblent probables. Difficile à décider. Lydia, l'Algérie. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Alors, on est probablement impatient de connaître la réponse, donc je vous dévoile la réponse. C'était les Portugais. L'immigration oubliée. Donc, la France a accueilli une vague migratoire massive, fuyant la dictature de Salazar et la misère rurale. Donc, ce qui a fait des ressortissants portugais la première communauté étrangère du pays. Les Portugais étaient 750 000 en 1975. Vous voyez? Le nombre est beaucoup plus grand que le nombre des Polonais avant la Deuxième Guerre mondiale, le nombre des Italiens. Est-ce que c'est surprenant? Alors, ce n'étaient pas les Algériens, ni les Marocains, c'était les Portugais. Bon, les Algériens, c'est une migration particulière, puisque la France avait une relation assez compliquée et assez complexe avec l'Algérie. La guerre d'indépendance algérienne, même si elle ralentit légèrement dans un premier temps les nouvelles entrées, puisque l'Algérie a déclaré la guerre d'indépendance, oui. Donc cette guerre ne marque aucun temps d'arrêt dans la migration algérienne, mais au cours de ces 8 années de conflit, le nombre des Algériens présents sur le territoire métropolitain passe de 211 000 en 1954 à 350 000 en 1962. Et l'immigration algérienne demeure une migration économique, les hommes occupant les emplois les plus pénibles et les moins rémunérateurs. Donc encore, les Algériens sont utilisés comme main-d'œuvre
sur les chantiers, les bâtiments, d'accord? Donc c'est surtout le travail physique, qui domine. Nous pouvons dire que la France est en plein essor, en plein développement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le développement économique. Donc juste comme avant la Deuxième Guerre mondiale, juste comme au, hem, 19e siècle, on a besoin de main-d'œuvre, heu et ce sont surtout les Algériens et qui répondent à ce besoin. Mais justement, pourquoi? Alors une question à vous, mais quels sont les liens des Algériens avec la France? Mmh. Les liens, je veux dire, quelles sont les relations de l'Algérie, la France? Pourquoi ce sont surtout les Algériens qui viennent vivre et travailler en France? Eva, très bien, ils combattaient. Donc, très bien. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils se trouvaient dans l'armée française aussi, oui, pendant la Première Guerre mondiale aussi. C'était une colonie française. Très bien, Renata. Mhm. Mhm. Super. Roman, le pied noir. Et c'était qui les pieds noirs? Si tu peux nous expliquer? Les pieds noirs. Donc des personnes d'origine française qui étaient nées en Algérie et qui n'avaient jamais vécu en France métropolitaine. Mhm. Mais c'était aussi des personnes qui se battaient dans la guerre de l'indépendance en Algérie, puisque l'histoire aussi, comme toujours, assez compliquée, c'est que il y avait des Algériens qui étaient pour l'indépendance, mais aussi il y avait une partie d'Algériens qui se battaient aux côtés de la France. Donc, ils se battaient dans l'armée française contre l'armée indépendantiste de l'Algérie. D'accord? Donc, après la guerre de l'indépendance, ces personnes qui voulaient que l'Algérie reste un territoire français avaient le droit de venir et de vivre en France. Hmm. Oui. À part cela, bien sûr, les personnes qui se battaient contre la France, ça ne veut pas dire qu'on leur interdisait de venir en France, puisque la France, comme je l'avais déjà mentionné, avait besoin de main-d'œuvre, d'employer des travailleurs. D'accord. Alors, maintenant, je voudrais qu'on parle de l'impact des migrations sur la culture française. C'est vraiment un grand sujet. Je vous présente juste une partie de ce sujet fascinant. Euh, Tout d'abord, l'impact sur la cuisine française. Alors, quel plat est régulièrement cité parmi les plats préférés des Français? Hmm. Est-ce que c'est le cassoulet, la blanquette de veau, le couscous, le bœuf bourguignon? Paolina, le couscous. Martha, le couscous. Renata. Est-ce que ce sont vos préférences aussi? Roman, Martha, Paolina, le couscous? Oui, Paolina. Les couscous avec quels ingrédients sont tes préférés? Ursula, le bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon. On a quand même oui, une grande équipe pour le bœuf bourguignon. Et cassoulet. Oh, enfin, quelqu'un qui aime le cassoulet. Oui. Mhm. Vous préparez ces plats chez vous aussi? Comme la blanquette de veau, le couscous, le bœuf bourguignon?
Renata, couscous, riz, viande de bœuf, légumes. Mhm. D'accord. Ah, ça fait déjà un bon déjeuner ou un dîner. Mhm. Assez consistant, assez solide. Mhm. Taboulé. Ah, le taboulé aussi. Oui, comme le type de salade. Mhm. Alors, la réponse correcte, c'est le couscous. C'est un des plats préférés des Français. Et les couscous, ça vient de quel pays? Mhm. Renata Eva, le Maroc, oui. Mhm. Le Maroc et l'Algérie aussi. Mhm. Donc c'est nord. D'accord. Alors, il ne faut pas oublier l'influence de différentes langues d'immigrés sur la langue française. Que vous voyez, le mot toubib, qui veut dire médecin, vient de quelle langue? Du latin, de l'italien, de l'arabe ou de l'espagnol? De l'arabe, oui. Tout le monde dit l'arabe. Et c'est la réponse correcte. Voilà, toubib. Mhm. On a plus de mots arabes, on en a plein en français. Regardez, lequel de ces mots n'a pas une origine arabe? Est-ce que c'est bled qui fait seum, bureau, kingade, Lydia, B, Alors, on a deux équipes entre, ouais, qui fait, non, entre ce, D, qui fait et bureau. Hmm. Hmm. Alors, le mot qui n'est pas d'origine arabe, c'est le bureau. Parce que bled, ça vient de la langue arabe, qui fait aussi, du mot kaif en arabe. Et le mot seum, ça vient de l'arabe aussi. Parce que en arabe, sam, ça veut dire la toxine. Donc, quand on dit en français j'ai le seum, ça veut dire que j'ai le cafard. Hein, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Hmm. Alors, alors maintenant, vous pouvez deviner. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qui fait? Tout d'abord. Ah, ah. On dit dormir. Est-ce que c'est dormir? Aimer beaucoup aussi, hein, une réponse. Mhm. Thomas A, Alexandra B. Mhm. Urshula C, travailler dur. Alors kiffer, ça veut dire aimer beaucoup. Ah, je kiffe quelque chose. Oui. Et c'est un mot arabe comme les autres, ici sur cette liste. D'accord. Et le bled, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une fête? Un ami proche? C'est le pays ou le village d'origine? Ou un quartier populaire? Alexandra, c'est... C'est où des Paulina? Tu hésites? Eva, A. Renata, c'est... Et la réponse c'est la réponse correcte. Par exemple, il y a des personnes qui disent je vais au bled, ça veut dire je vais dans mon pays d'origine ou je vais dans ma ville natale, même en France, pas de différence. Mais on utilise le mot bled pour désigner le pays ou le village d'origine, n'importe où. Qu'est-ce que ça veut dire Maboule, faux, courageux, triste, heureux. Ah, ah, la réponse A. Oui, on a la plupart de. Oui. Oui. Mhm. Très bien, c'est la réponse A. Donc, du mot arabe maboul. Voilà. Super bien, vous connaissez beaucoup de mots, de l'argot. Ah, j'en ai préparé plus. Qu'est-ce que ça veut dire wesh? Pour saluer, c'est utilisé pour saluer quelqu'un ou attirer son attention, pour remercier, pour dire au revoir ou pour s'excuser. Très bien. Alexandra, Kinga, bravo. Paolina, Łukasz, bravo.
Pour saluer quelqu'un, attirer son attention. Wesh, comment ça va? Wesh, oui, ça va très bien. Ces mots aussi populaires, vous pouvez même le voir sur la fresque, sur la photo. Voilà, wesh, un mot iconique. Mhm. Alors maintenant, le mot voilà. En arabe, on dit wallah, mais ça, si on fait français, prononce voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je te jure. Merci beaucoup. Oh, à demain. D. Hmm. On a une équipe déjà. Réponse D. B. Alexandra dit B. Et Nata B. Mhm. Mhm. La bonne réponse, c'est la réponse B. Je te jure. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire kiff kiff? Très rapidement, exactement pareil, très difficile, très cher. A, la réponse A. A, Łukasz A, Urszula A, Alexandra B, Eva A, Wisława A, Renata dit B. La réponse correcte, c'est la réponse B. Exactement pareil, c'est du kiff-kiff. Hein. C'est la même chose, c'est pareil. Mhm. Est-ce que vous connaissez les personnes qui se trouvent sur le slide suivant? À gauche. Zidane, je vois. Tout le monde reconnaît Zinedine Zidane, qui provient de quel pays? Zizou, oui. Mhm. Omar Sy, très bien. Carole, très bien. Omar Sy. Lydia Anna, Marie Curie ou Marie Skłodowska-Curie. Zinedine Zidane, qui est d'origine algérienne. Omar Sy. Leila Slimani, très bien. Oui. Urszula Leila Slimani, qui est traduite en polonais, c'est une écrivaine. Mhm. Vous pouvez lire ses livres en français, bien sûr, c'est mieux, mais aussi ses traductions en polonais. Oui, Kinga, Marie Skłodowska-Curie. Il nous reste une personne qui n'a pas encore été reconnue. À gauche, tout à gauche. C'est un comédien, c'est un comique. Acteur. Quel acteur? Hmm. Alexandra, tu les connais alors? Il est trop drôle, mais tu ne connais pas son nom. Vous le connaissez alors? Vous connaissez son visage? C'est un acteur aussi, oui. Oui, oui. Il joue dans des nombreuses comédies, il fait du stand-up. Mhm. Alors c'est Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Mhm. Oui. Bon, et conclusion de notre webinaire auquel vous avez participé très très activement. Il y a 3 idées à retenir. Peut-être qu'il y en a plus, mais les principales idées, c'est que la France est un pays d'immigration depuis longtemps. D'accord? Les vagues migratoires ont beaucoup changé au fil du temps. Vous avez vu qu'il y a différentes raisons pour venir en France. C'est la guerre, c'est l'économie, c'est le développement des villes. Euh, Troisième conclusion, c'est l'immigration a façonné l'économie. Oui, la société, la culture, vous l'avez vu, la cuisine, oui, la musique, façonné le cinéma. Et aussi, l'immigration a changé la langue française. Hmm. Donc, j'ai profité des livres. Donc, c'est l'histoire de l'immigration. Je vous conseille ce livre de Marie-Claude Blanche-Aléard. Et aussi, il y a un site très intéressant, l'histoire immigration. C'est le musée de l'immigration qui se trouve à Paris. Vous pouvez consulter ce site. Il y a plein de vidéos, plein de films. Et
bien sûr, je vous invite à nos cours de français chez Voilà, où nous aurons peut-être l'occasion de discuter de ces sujets, puisque je suis sûr que dans nos manuels, vous voyez très souvent les sujets comme l'immigration, comme euh, les idéaux de la beauté, comme l'histoire de France qui se passe dans les colonies aussi. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ah, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Eva, merci beaucoup. Jak wymówić słowo bajgiel? Piszemy en bagel. Renata, un bagel. Eleonora, ah, il a joué dans l'architecte dans Astérix et Cléopâtre. Oui, c'est Jamel Debbouze. Alexandra, il a fait un clip avec Stromae. C'est Jamel Debbouze qui l'a fait? Mm. Mhm. Ah, Paoli, là, tu as un chien qui s'appelle Bagel. Ou Bagel. Bah, si tu enseignes le français à ton chien, bah, il peut commencer à dire Bagel. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre participation active. Merci. C'était très agréable de parler avec vous. Mhm. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon week-end aussi. Merci. Ciao, ciao. Salut. Merci Anna. Merci Alexandra. Ah, profitez bien du temps puisque je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, il y a beaucoup de soleil en ce moment. Merci.